par tradition, l'association a mis en place un certain nombre de rencontres, dont le plus grand événement, c'est les rencontres avec l'Algérie du mois d'octobre. Et aujourd'hui, donc, nous avons invité Monsieur Omar Mokhtar Chahlen, qui est un ami de Kateb Yassine et qui nous a honorés par sa présence ici à Rennes et qui est venu de loin. Il est originaire de Sétif, donc qui est une ville jumelée avec Rennes, et Omar a vécu une période qui était très difficile, celle de la colonisation. Merci d'être venu. Je vous demande aussi d'applaudir Omar Mokhtar Chahlen qui est venu quand même. Je passe la parole à Amine. Merci. Donc comme vient de le dire notre cher président Tawfiq Ahna, c'est une rencontre littéraire qui s'inscrit exactement dans ce que nous voulons faire au sein de l'association, c'est-à-dire faire connaître la littérature maghrébine, algérienne, et aussi, pas que algérienne, c'est aussi tous les Français aussi qui s'inscrivent dans ce contexte-là. Et c'est pour cela qu'à côté de Omar Chahlen qui va tout à l'heure nous faire un exposé sur Kateb Yassine et Benzine, qu'il a connu. Avant cela, nous allons vous présenter à travers Passibes un des textes que va lire, deux textes que va lire, c'est-à-dire nous dit deux textes que va lire donc l'équipe de Passibes, deux textes qui sont extraits de Tel Rouda, donc de l'œuvre et de Kateb Yassine aussi. Ensuite, il y a avec nous, nous profitons de la présence amicale de Félix Boulet, qui va nous parler de Rabah Ben Amri, et qui va nous dire aussi certaines choses sur cet écrivain peu connu, algérien. Et bien sûr, Gérard Prémel prendra la suite pour nous parler de Jean Sénac, vous voyez, donc c'est les Algériens et les Français, donc dans le cadre de cette approche à travers la littérature. Et nous finirons par, bien sûr, Omar Chahlen qui va nous parler de Kateb Yassine et de Benzine. À la suite de cela, vous êtes invités à débattre avec les intervenants et qui vous voulez dans la salle. Voilà. Juste une précision, Jean Sénac est algérien. Oui, j'avais. Non, il n'a jamais eu l'état. Alors, justement, ça fera l'objet de ce débat. En tout cas, nous vous souhaitons une agréable soirée et puis je laisse la parole à nos intervenants. On va nous arranger d'abord les yeux. Surtout que j'ai, ce matin, dans la précipitation de la tempête de neige, il y avait sur Forbach, j'ai oublié mon appareil, c'est-à-dire celui qui m'assiste pour bien entendre. Donc c'est pour ça que je vous demanderai tout à l'heure, au cours du débat, d'élever un peu la voix. Hein. Pas trop quand même. Bonsoir, et puis je voudrais souligner une chose, c'est que je suis particulièrement content d'être parmi vous aujourd'hui à Rennes, en Bretagne d'une façon générale, une région que j'ai aimé, beaucoup aimé, pour son histoire et pour être la région natale d'un homme, un ami de mon pays, et qui a été le cinéaste de la révolution algérienne, et que je pensais, que j'espérais voir aujourd'hui être parmi nous. Il s'agit de M. Vautier, un homme qui a fait beaucoup pour l'Algérie. Je crois qu'il garde un souvenir de cette période-là, puisque au cours d'un bombardement, il a toujours un morceau de caméra dans sa tête. Madame me dit oui. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez, l'Algérie fête cette année son cinquantenaire, le cinquantenaire de son indépendance. Mais il faut dire en vérité qu'il faut imputer au moins 20 ans, ces 20 dernières années, où l'indépendance a été totalement violée dans la mesure où mon pays a vécu.
un des drames, un des plus grands drames qu'a vécu l'humanité au cours de ce début de ce millénaire. Parce que il fallait vivre ce que nous avons vécu. C'était les morts que nous avons connus, la terreur que nous avons connue pendant au moins 2 décennies. Au moment où d'autres gens, dans d'autres pays, sur d'autres cieux, parlaient de qui tue qui. C'est comme alors que l'hydre intégriste réclamait tout ce qu'il faisait. À Ben Talha, il y a eu plus de 400 morts en une nuit. Et il y avait des gens en Occident qui aujourd'hui parlent de lutte antiterroriste, surtout après le 11 septembre en Amérique, qui se demandaient qui tuait et qui attribuait à l'armée algérienne des crimes. Pour quelles raisons politiques, ça c'est, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Donc je dis que cette année, l'Algérie célèbre ses 50 ans d'indépendance. Moi je voudrais évoquer avec vous ce soir une génération d'écrivains que l'on qualifie comme génération de la libération. C'est la génération des années 40 et des années 50. Cette génération, dont le verbe des créateurs était porté par les échos des maquis de la liberté, et qui, par l'écrit, ont grandement contribué aussi bien à la conscience nationale, à la prise de conscience nationale, qu'au combat libérateur. Cette génération qui a vu fleurir la trilogie de Mohamed Dib, les chemins montants et abrupts de Mouloud Faraoun, la colline oubliée mais combien présente de Mamri, le quai aux fleurs de Malik Haddad, le poète sensible, la poésie ancrée dans les racines de l'olivier de Jean Mouloud El-Mouhoub Amrouche. Je m'attarderai un peu sur Amrouche, pourquoi? Parce que c'est un cas assez particulier. Juste après sa naissance, en 1906, sa famille a été christianisée et s'est déplacée de la Kabylie natale en Tunisie. C'est une donc famille qui s'est intégrée en quelque sorte à la société française au point où Jean El-Mouhoub était en 1944 avec De Gaulle dans l'armée de la France libre. Et il a continué à être gaulliste jusqu'à la fin de sa vie en 1962. Mais en même temps, c'est ça qui n'est pas connu, ou qui est peu connu, c'est que ce poète-là avait l'Algérie dans les tripes et au fond du cœur. Et toute sa poésie, je n'ai pas vu une poésie aussi patriotique que celle de Amrouche. Donc j'ai voulu parler de ça parce que il était considéré par beaucoup comme français. Il y a eu aussi les mots qui saignent dans les doigts du poète révolté Jean Sénac, aussi qui s'est senti algérien plus qu'il ne fallait. Il y a eu les chants du 11 décembre de Béchir Hajali, la montagne et la plaine d'Abdelhamid Benzil, et enfin Nejma. Nejma, cette femme et cet astre qui par un jour flamboyant propulsa Katib Yassine dans l'univers fabuleux de la création littéraire. Parce que il faut dire que si Mohamed Dib a été en quelque sorte le père fondateur de la littérature algérienne d'expression française, Katib Yassine a été l'enfant terrible. Et son texte, Nejma,
Et le texte Ketibia est aujourd'hui une référence dans toutes les universités, les grandes universités du monde, quand il s'agit bien sûr de littérature algérienne, d'expression française. Ce soir, j'évoquerai donc beaucoup plus deux auteurs. D'abord, parce que je les ai bien connus, pour avoir partagé avec eux un long parcours d'âpre lutte politique et surtout de grandes espérances pour notre peuple. Il s'agit, vous l'avez certainement compris, de Katib Yassine et d'un moins connu sur le plan de la littérature, Abdelhamid Benzine, qui a été le formateur politique de Yassine et qui a été l'homme, le patriote qui s'est trouvé au confluent de toutes les luttes menées par le peuple algérien. La deuxième raison, c'est que les deux écrivains, ces deux écrivains, ont été fortement marqués par un événement historique, un événement majeur dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Kharrata et Guelma. Je dis bien les massacres, je préfère ne pas utiliser le mot comme le font beaucoup d'événements, parce que ça a dépassé l'événement, ça a dépassé le tragique, c'était un véritable génocide, c'était une tentative de liquidation de tout un peuple. Le 8 mai 1945, au moment où le monde célébrait la fin du fascisme, la victoire sur le fascisme, c'était également pour nous, pour l'Algérien, la naissance d'un autre fascisme, du fascisme tout simplement. Bon, je ne vais pas m'attarder aux chiffres, parce que je n'aime pas les chiffres macabres. Hein? On a parlé de 45 000, on a parlé de 20 000, on a parlé de 13 000, mais le problème n'est pas là, parce que même quand il y a un mort, d'une manière injuste, il y a problème. Donc ce n'est pas un problème de nombre. Abdelhamid Benzine et Katib Yassine ont été fortement, donc, de leur itinéraire, aussi bien d'hommes que d'hommes de lettres, donc marqués par cet événement majeur. Leur détention dans les jours coloniales forgea leur conscience nationale, ainsi que leur engagement politique et patriotique, et libéra, surtout pour Yassine, ses capacités créatrices. Pour Katib, d'ailleurs, la voie était tracée. Il avait opté, il avait choisi son arme, l'écriture. Et il se jetait, comme il se plaisait lui-même à le dire, à se jeter dans la gueule du loup, par la suite. En 1946, après sa libération, il est resté entre 3 et 4 mois, un peu moins que Abdelhamid Benzine, qui était responsable politique à l'époque au niveau du PPA. Donc en 1946, son père décide de l'envoyer à Annaba. Parce que son père continuait à espérer le voir un jour devenir médecin ou avocat. C'était peut-être légitime chez un père, mais pour Yassine, la voie était tracée, c'est-à-dire que il continuait à aller dans le sens tracé par ceux qui ont été à l'origine des émeutes de 8 mai 1945. Donc en 1946, pourquoi Annaba? Pour la simple raison que là-bas, il y avait une cousine à Yassine, celle qui allait devenir célèbre par un nom et connue sous le nom de Nijma. Qui porte le nom de Nijma, c'est le titre de l'œuvre majeure de Yassine Katib. Il s'agit de sa cousine qui était de son aîné de 10 ans et qui s'appelait Khadija Odette Katib. Il était marié à M. Bedjaoui. Il s'est passé quelque chose, même s'il y avait 10 ans de différence entre eux, et ben, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et c'est comme ça que Nijma
c'est devenu cette belle femme, qu'elle a été d'ailleurs, hein, une belle femme aux yeux noirs, et ça a été aussi l'Algérie meurtrie. L'Algérie meurtrie, symbolisée dans l'œuvre de Yassine, les deux choses, au point où, en 1946, et à Annaba, il a publié son premier recueil de poésie, le Soliloque. Il a fallu une rencontre insolite un jour dans un bar, autour de 2 verres de vin blanc, avec un imprimeur qui allait déclarer faillite, M. Carvalho, et qui lui restait, enfin, il lui restait en stock du papier. Il a décidé donc de publier 1000 ouvrages de Soliloque. Ces ouvrages-là ont été distribués par un autre personnage qui apparaît dans l'œuvre de Nejma, c'est Mokhtar Belloudissi à Constantine, un personnage un peu particulier aussi, qui a contribué à sa façon à la prise de conscience nationale. Kateb ne fut au départ qu'un petit enfant du peuple, témoin d'un environnement humain nourri de peu et parfois de Telgouda. Alors là, Telgouda, vous allez demander ce qu'est Telgouda, mais je préfère que tout à l'heure, à la lecture d'un passage du livre consacré à l'itinéraire d'Abdelhamid Benzine, Natacha va nous lire un passage et vous allez avoir une idée précise de ce mot-là. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que pour moi, c'était l'expression de la grande misère du petit peuple en Algérie, qui était moins nourri que les moutons et que le bétail des colons. Donc, Kateb Yassine qui a été un témoin attentif donc, à cet environnement, mais il avait son vaste front présentait les signes d'une intelligence et d'une sensibilité particulière qui le prédestinaient à être l'écrivain inclassable qu'il fut. Représentant atypique de la littérature algérienne, il fut donc l'auteur de Nejma, un des plus grands romans de la littérature contemporaine. Et ça, tous les critiques l'affirment aujourd'hui, et le texte aujourd'hui est une référence, notamment dans les universités américaines. Yassine fut également auteur de poèmes, de pièces de théâtre. Il utilisa la langue française comme il utilisa aussi l'arabe parlé, mélangeant les gens aussi bien sur scène que sur papier. Il écrivit des textes fulgurants, mais aussi des textes au long cours. Il laissa les critiques perplexes et suscita les études académiques dans les universités du monde. Alors, militant nationaliste dès l'adolescence, en 1945, il paya le prix fort non seulement dans sa liberté et sa chair, parce qu'il a été emprisonné et torturé, mais aussi à travers sa mère qui est devenue folle, le croyant mort au cours des émeutes sanglantes de Sétif. Le rapport, à partir de ce moment-là, le rapport à sa mère était devenu très fort. Il l'a dénommée d'ailleurs d'une façon très affectueuse la rose noire. Il l'appelait la rose noire. Elle fut sa muse et son cri d'homme libre. Et quand il était enfant à Bougaa, son père, c'est Mohamed Labine, qui était occult judiciaire. À l'époque, c'était une fonction assez bizarre hein, dans les colonies. Parce que c'est occult judiciaire, ça équivaut en quelque sorte à avocat sans être avocat, c'est-à-dire sans avoir le statut d'avocat. Occult judiciaire, il ne pouvait traiter que des affaires d'indigènes ou d'autochtones. Hein. Donc son père, qui exerçait donc cette fonction-là à Bougaa,
Bougaa se trouve à 40 km de Sétif. Veiller, c'était un homme un peu dissipé. Hein. Il aimait veiller le soir dans les bars avec des femmes, etc. Et donc il ne rentrait pas. Il ne rentrait pas tôt. Et la mère de Yassine, Yasmina, la rose noire, qui avait peur, mais qui n'aimait pas tellement rester seule le soir, lui demandait, lui qui devait avoir à l'époque 6 ans, 7 ans, puisque sa sœur Oudissa venait de naître quand ils sont arrivés à Bougaa en 1935. Donc, elle lui demandait de rester, de veiller avec elle, dans l'attente du père qui rentrait au-delà de minuit. Et au cours, elle lui disait, moi je vais t'apprendre l'arabe parce que c'était une lettrée en arabe. Et toi tu apprendras le français. Et c'est comme ça qu'elle lui a raconté toutes les féeries des 1000 et une nuits. C'est comme ça qu'elle lui mimait des personnages burlesques qui ont contribué. Hein. Ces veillées-là ont contribué aussi à asseoir, si vous voulez, son statut de créateur littéraire. D'ailleurs, plus tard, il a confié à des amis, et notamment moi, il m'avait dit un jour, tu sais, Yasmina, à elle seule, c'est un véritable théâtre. C'est dire un peu le rapport donc, qu'il avait avec cette mère-là, devenue folle jusqu'à la fin de sa vie. Mais d'une sainte folie. C'est-à-dire que ce n'était pas une folie de quelqu'un d'agressif, etc. C'est quand elle avait ses crises, elle se brûlait. Elle n'était pas agressive avec les autres, mais elle se brûlait. Parce qu'elle pensait avoir perdu Yassine. On lui avait laissé entendre qu'il avait été fusillé. Le crâne rasé. Donc, Yassine avait un rapport passionnel avec sa mère. Je dirais même fusionnel. Hein. Il l'a projeté à l'intérieur de ses idéaux, il identifiait tout ce qu'il voulait être au sein de la société. C'est-à-dire être prêt auprès des démunis, être à l'écoute des gens qui souffrent pour leurs gosses, pour faire nourrir leurs gosses, et qui a déterminé aussi sa trajectoire politique par la suite. Mais Yassine, en plus d'avoir été un romancier, talentueux, un poète et un dramaturge, il a été également un penseur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été penseur, il a été aussi un auteur très controversé. Pourquoi ça il était libre penseur, c'était un libre penseur, mais pas au sens du XVIIIe siècle, en France ou en Europe. Le XVIIIe siècle, le français a été à l'origine de la création de l'école laïque, etc. Avec les méthodes pédagogiques de Freinet. Ici, Yassine ne dénonçait pas un dogme pour le remplacer par un autre dogme. Il démasquait, il démontait les rouages de l'aliénation et de la bêtise. D'ailleurs, il a été celui qui a fait le bras d'honneur, enfin vous m'excusez du terme, mais c'est ce qu'il faut dire, à tous les dogmes, sans se faire juge, sans se mettre dans la position de celui qui sait devant une population ignorante. Mais pour tenir un tel discours, il fallait tout simplement se tenir à la distance de tous les dogmes. Je vais vous donner un peu, me référer un peu à son œuvre, à une de ses pièces, La poudre d'intelligence, où sa nature de libre penseur apparaît. Dans La poudre d'intelligence, par exemple, Nuage de fumée, personnage central de la pièce, qu'on appelait aussi Dja, ou Djoha, que vous connaissez, et répliquant au cœur et au coryphée, qui lui conseillait de dire Inch'Allah, parce que Yassine, dans son théâtre, avec Jean-Marie Serrault, avait opté pour le théâtre grec de l'époque. Donc il y avait toujours un coryphée et un chœur qui répétait
qui répétait les moments les plus émouvants ou les plus forts du texte. Donc, répliquant au cœur et au coryphée, qui lui conseillait de dire Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire si Dieu veut. Hein, déclare que Dieu veuille ou qu'il ne veuille pas, le marché se trouve tout près d'ici. Les ânes sont nombreux et j'ai la bouche du sultan. Je ne vois pas ce que Dieu vient faire ici. Avec ou sans Dieu, je reviendrai avec un âne. Cela peut sembler blasphématoire. Pour tous les esprits obtus, surtout, cela même qui traitait Yassine d'athée, ce qui réduisait sa libre pensée à l'athéisme, uniquement. Parce qu'il ne pouvait y voir un acte de désacralisation de notre quotidienneté, à laquelle, justement, Kateb rendait toute sa dimension humaine. Et ce passage dans la pièce montre toute la liberté de pensée qu'il s'octroyait en dépit des contraintes, des rancœurs que suscitait un tel discours. C'est pour cela que Kateb n'a jamais pourfondé, ne pourfondait pas ses semblables, n'insultait pas les fiancés de la bêtise. Il les montrait pour les dénoncer. Un autre exemple, parce que Yassine aussi a été journaliste, un grand journaliste. Il était en 63, il écrivait pour une revue du FLN, du parti du FLN, qui était dirigée à l'époque par Mohamed Harbi. Et en 63, je pense que le mois de carême, du Ramadan, c'était en hiver, c'était en février, au mois de février. Donc, Kateb Yassine est arrivé le matin au journal, il a demandé un photographe et il est allé en ville s'enquérir de ce premier jour de carême. Il arrive à la place des Martyrs, sur la façade est de cette mosquée, en face du soleil froid du mois de février, il y avait une douzaine d'hommes, chacun dans son manteau, ou son burnos, ou sa kashabia, à se dorer en face de ce... Il était 9h, 9h, 9h30, 10h, c'est-à-dire au moment où on travaillait à 8h, on commençait à travailler à 8h. Il demande alors, Kateb Yassine demande aux journalistes de prendre la photo de cette brigade. Et au fait, ce jour-là, il n'avait pas fait de papier, il avait écrit tout simplement des légendes qui ont fait par la suite la rancœur, toute la rancœur des obscurités est tombée sur lui ce jour-là. Pourquoi? Parce que donc la première photo où il y avait donc ces gens-là qui se doraient, hein, il les a appelés brigade de choc du Ramadan, et il a pris une deuxième photo du minaret pour dire les fusées qui ne partent pas. Et bien sûr, on a dit voilà, c'est un athée, c'est un impie, c'est quelqu'un qui est contre la religion. Oui, d'une certaine façon, il l'était. Mais fondamentalement, sa libre pensée, il voulait tout simplement dénoncer dans la société algérienne ce qui est jusqu'à aujourd'hui une grande catastrophe, parce que ce que nous gagnons en 11 mois, on le perd en un mois. Tout s'arrête, il faut que vous le sachiez, tout s'arrête pendant le mois de carême. On ne travaille plus. Donc, Kateb Yassine, en tant que libre penseur, voulait tout simplement dénoncer l'attitude négative vis-à-vis du travail de ces gens-là, en disant tout simplement que celui qui doit gérer sa foi doit la gérer en étant positif et non négatif. Donc voilà deux exemples pour un peu parler de cette libre pensée de Kateb Yassine. Mais je n'ai pas voulu m'étaler trop sur l'œuvre, mais j'ai essayé au cours de cette rencontre d'aujourd'hui, parce que mon ami Toufiq m'a dit que j'avais entre 25 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Moi, je suis un peu... Qu'est-ce que vous voulez, hein? Je n'aime pas
être dirigé comme ça. Donc, mais j'ai choisi, par exemple, cette histoire de libre pensée qui était peu connue. Hein, peu connue. Et pour terminer avec Yassine, que j'ai connu de 67 à 89, c'est-à-dire, c'était en 89, victime d'une leucémie à Bordeaux, à Grenoble, à l'hôpital de Grenoble. Et c'est là où je vais demander à Anaïs, si elle veut bien, de nous lire un poème que j'avais écrit pour Yassine, pour essayer de dire ce que représentait Yassine un peu pour moi. À toi, Agnès. Dire Yassine n'est pas aisé, comme il n'est pas aisé de s'élever à la simplicité. Dire l'homme qui, durant toute une vie, a incarné la simplicité avec l'envergure d'un grand, n'est certainement pas simple. Yassine Kateb est un de ces hommes dont les pas s'estompent subrepticement sur les parcours, cependant qu'ils restent profondément gravés dans la mémoire des peuples. Dire Yassine aujourd'hui, c'est interroger cette mémoire sur l'insouciance des rires d'enfants, sur les élans généreux et les itinéraires tumultueux, enfin sur les regards sereins. Dire Yassine aujourd'hui, c'est arpenter les champs de blé et les racines d'olivier. C'est aussi cultiver les senteurs du paradis et les fleurs de henné. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est rompre la galette et la sueur avec mineurs et dockers, dans le silence des puits sans fin, dans le brouhaha des ports aux folles jetées. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est dépoussiérer l'autel de l'histoire sous le pas serein de l'émir Abdelkader. Être à l'écoute du chant d'amour d'Ibn el-Arabi. Être à l'écoute de la plainte des femmes maudites de ne pouvoir enfanter. Mais aussi du cri de victoire de l'enfant qui naît. Dire Yassine aujourd'hui, c'est vomir le verbe, le conjuguer et crever les nuages, averse de larmes et de sang, où les murmures des vents d'orage se mêlent aux cris des morts de Sabra et Chatila, à ceux des brûlés, à la chaux vive de Mélisimo, ou encore aux lamentations des égorgés de Beni Slimane et de Bentala. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est voir luire, dans le calme d'une nuit africaine, Nejma, au centre d'une constellation d'étoiles et de perles. Belle brune aux cheveux de sable, mais aussi fougueuse et généreuse Algérie. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est traverser une journée d'automne, l'espace irréel d'un hangar de fret, où les doigts effilés d'une toujours belle brune effleurent amoureusement un cercueil en errance. Traverser l'espace irréel où l'ami, témoin du recommencement d'un amour impossible, fut frappé de cécité et de surdité, la langue ligotée, l'espace d'un moment. L'espace d'un moment où octobre s'éveille pour saluer les moments éternels. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est pénétrer la mémoire qui déambule et qui se fige, plonger dans le regard avide des enfants de 10 ans et dans la profondeur de l'abîme de mai 45, où l'écume rouge inondait les crânes amoureux, à travers les bottes ferrées des bâtards légionnaires et les statues de liberté du monde libre.
Dire Yassine, aujourd'hui, c'est aller au-devant de Bouzid, rencontrant une balle brûlante au cœur de ses 20 ans, et s'allier au you-you de victoire que lançait sa mère dans l'oreille mourante de son fils. Sa mère, pour la première fois sortie dans la rue, sans voile, ni chaîne. Moment sublime, où la rencontre fabuleuse des destins, dans la fièvre du mois de mai, propulsa Yasmina, la rose noire, dans un vent de folie, pour recevoir en plein délire, et Frantz Fanon, et l'étoile en plein front. Yasmina, la rose noire, source d'un grand destin, qui un jour d'ombres et de lumière descendit de son rosier pour prendre la fuite. Dire Yassine, aujourd'hui c'est cracher sur ceux qui veulent violer la conscience des enfants, maquiller l'histoire de moustaches molles, l'habiller de barbe parfumée, prendre en otage la langue maternelle de Mahmoud Darwish, violer la douceur de la voix du muezzin et, toute honte bue, se draper dans l'imposture de leurs vœux pieux. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est dire, dire et dire les enfants d'octobre qui continuent à crier leur révolte. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est évoquer Sitayeb El-Watani et l'espoir cadenassé. C'est pénétrer le cri des femmes au moment où la horde barbare s'abat sur l'innocence juvénile. Dire Yassine, aujourd'hui, c'est courir les ruelles étroites, suivre le pas des humbles à l'échine courbée, sous le poids de lourds fardeaux, le long de la rue des Vandales. C'est questionner les boulevards et autres faubourgs sur l'origine de l'opulence de leur cité. C'est interpeller les dortoirs insalubres et les chambres d'hôtels miteux, l'estaminet de banlieue et les grandes brasseries, les temps enfouis à l'orée du bois et les berges des grands fleuves. Enfin, dire Yassine, aujourd'hui, c'est surtout continuer à respirer, continuer à lutter.